vois, le monde se divise en deux catégories. Non, c'est... Oh! J'ai longtemps observé les humains. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Là, ça va faire du bruit. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Mais enfin, Didier, il est 3 heures du matin. C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant. S'il y a une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer, C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. On va voir ce qu'on va voir. Bonjour à tous et bienvenue dans On va voir ce qu'on va voir. Au programme, d'abord Maëlle va nous présenter La zone d'intérêt, réalisée par Jonathan Glazer. Ensuite, Pauline va nous présenter May December, réalisée par Todd Haynes. Et enfin, moi-même, Aïda, vais vous présenter A Man, réalisé par Kei Ishikawa. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La zone d'intérêt, le 4e long métrage de Jonathan Glazer, dans lequel nous suivons le quotidien de Rudolf Haus, le commandant d'Auschwitz, et de sa femme Hedwig, qui a façonné un petit havre de paix dans sa maison, avec un jardin juste à côté du camp. La zone d'intérêt, c'est le terme technique pour désigner les 40 km qui se situaient autour d'Auschwitz, et tout ce film s'évertue à nous montrer la banalité du mal, avec un quotidien rythmé de fêtes de famille, de baignades dans la rivière, de rires, de jeux. En voyant ce jardin fleuri, ce grand soleil d'été, cette famille idéale, on se croirait presque dans un film de Tati. Une famille banale, en somme. Oui, mais seulement, rien n'est normal. On a ce petit nasillon en marcel et en slip qui n'est pas crédible, qui met son costume sans lequel il n'est rien pour aller travailler, avec sa femme qui boite, et puis ils rient, ils se font des blagues, mais ces rires sont glaçants. En même temps qu'ils sont glaçants, on a presque envie de rire avec eux. On a presque honte en fait de s'attacher à ces personnages. Et on est presque triste avec Hedwig lorsqu'elle est triste de quitter sa maison. Il y a toute une puissance du hors-champ dans ce film de Jonathan Glazer avec le camp d'Auschwitz et toute son horreur qui reste en hors-champ. Et ça, c'est pour moi la vraie force du film. Nul besoin de montrer toute la violence d'Auschwitz, elle est déjà là en fait, elle est déjà présente. On ne voit qu'un mur de barbelés qui sépare la famille du camp, ou alors on voit juste des prisonniers juifs dans les fourrés, ou alors de la fumée qui se dessine derrière le commandant d'Auschwitz filmé en contre-plongée. On n'a pas besoin de nommer les choses puisque toute la bande-son fait déjà ce travail. Dès l'ouverture, elle révèle des cris et des coups de feu permanents, une sorte de tumulte permanent auquel même le spectateur finit par s'accoutumer. Le champ est contaminé par le hors-champ qui pourrit les choses et les êtres. La rivière contaminée, la tour rance, les bottes ensanglantées que l'on nettoie, l'enfant qui imite les cris du dehors tandis que l'autre enfant n'arrive plus à dormir. Et puis les couleurs aussi, le rouge, le noir, le blanc qui rappellent les couleurs nazies. Ce sont autant de marqueurs de l'histoire avec un grand H. Le dispositif filmique nous installe dans cet espace qui réussit là où Spielberg, Polanski et tant d'autres ont échoué, c'est-à-dire ne pas représenter ou fictionnaliser la Shoah, à l'instar de ce que nous disait Lanzmann. Ce même dispositif filmique réussit à inscrire cet espace dans un temps proscrit, parce qu'impensable, qui est celui de l'extermination réfléchie. Alors, beaucoup diront que le film est trop lent, mais ils oublient que un montage trop rapide, en fait, trop cuté, pervertirait immédiatement tout le travail de représentation. Dans ce film, il y a un découpage méthodique, chirurgical, qui installe le film dans une horreur sans surprise, une horreur dans tout ce qu'elle a de plus formel. La lenteur du film nous fait basculer dans la zone d'intérêt. On y bascule par le son d'abord, puis par l'image. On peut penser à ce titre au film Europa de Lars von Trier avec le plan séquence d'ouverture, un travelling sur une voie ferrée qui défile, avec la voix de Max von Sydow qui guide le spectateur dans un décompte hypnotique, lentement, comme une prolepse de l'action à venir. De même, ceux qui posent la répétition comme négative oublient que c'est cette répétition même dans le film qui constitue la banalité impensable de l'extermination. Ils vont au travail chaque jour et ils répètent les mêmes actions dans la plus grande banalité. Moi, j'ai entendu une fois une phrase terrible d'une personne qui disait que le film Shoah de Lanzmann était répétitif. Mais ce sont des témoignages, et c'est l'horreur même de l'extermination méthodique et organisée qui est exprimée à travers cette lenteur et cette répétition. L'aspect structurel de la Shoah est mis en exergue dans ce film par l'accumulation des scènes qui se ressemblent tout en se répondant. Sans trop en révéler, la scène finale est absolument brillante, magistrale. Il y a d'abord une chute des corps à laquelle succède une distorsion temporelle vers le seul aspect documentaire du film, une séquence mémorielle qui observe à distance et fait un constat amer.
Ce constat, c'est que rien ni personne ne pourra jamais avoir la distance ou le regard nécessaire sur ce moment de l'histoire où l'humanité a pris fin. Et encore moins le cinéma. Les vitres du musée qui est devenu Auschwitz reflètent cette part d'humanité à jamais effacée que nous ne pourrons désormais que regarder. Ne nous méprenons pas. Il y a une obscénité dans ce film de Glazer, mais elle est différente de celle d'un Polanski ou d'un Spielberg qui sont trop académiques et qui divertissaient par l'inhumain. Mais cette obscénité souligne une chose terrible par laquelle je conclurai, l'inévitable de l'abjection soulignée par Jacques Rivette face à l'esthétisation de l'irreprésentable, quels qu'en soient les procédés. Finalement, toute la confusion du film nous conduit en tant que spectateurs à cette errance de l'esprit, soutenue par la vraisemblance, et nous conduit à un nouveau niveau de vérité esthétique. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting, right? He's getting on my last nerve. He's just everywhere I look. Why can't we talk about it? If we're really as in love as we say we are. Bonjour, je vais vous parler de May December de Todd Haynes, qui a l'air vraiment glaçant quand on entend la bande-annonce, avec une bande originale répétitive vraiment qui rentre dans la tête. C'est vrai que tout dans le synopsis converge pour que ce soit un film vraiment un thriller glaçant, un thriller psychologique glaçant, parce qu'il s'agit de Elizabeth Berry, qui est incarnée par la géniale, l'hypnotique Nathalie Portman, qui est justement une actrice célèbre, qui rencontre l'héroïne qu'elle va bientôt incarner à l'écran, qui s'appelle Gracie, et qui est incarnée par Julianne Moore. Cette dernière est elle-même une ancienne actrice, donc beaucoup d'actrices, il est vraiment question d'actrices dans le film, qui avait justement fait la une de la presse à scandale 10 ans auparavant parce qu'elle avait été condamnée pour abus sexuels sur mineurs, pour avoir eu une histoire avec un garçon de 12 ans alors qu'elle en avait 36. Et étonnamment, elle vit toujours avec ce même garçon et les enfants qu'ils ont eus ensemble dans un pavillon tranquille en Géorgie, désormais loin des tabloïds hollywoodiens. C'est assez intrusif puisque Elizabeth, donc Nathalie Portman, pénètre dans leur quotidien pour prétendument mieux les comprendre et donc mieux incarner le rôle de Gracie à l'écran, avec une justesse un petit peu plus accrue. Et c'est très très perturbant puisque la star d'Hollywood, Elizabeth, va devenir petit à petit le propre miroir de Gracie dans un jeu psychologique qui est vraiment subtil. Et à l'image, il y a beaucoup de jeux de miroirs qui sont plus originaux les uns que les autres, donc c'est assez intéressant. Petit à petit, la personnalité de Gracie s'infiltre dans le corps d'Elizabeth, donc ça se voit vraiment dans son jeu, c'est très perturbant. Il y a une espèce de schizophrénie qui n'est pas sans rappeler le rôle de Nathalie Portman dans Black Swan, où elle joue le rôle d'une danseuse complètement folle en fait. Le tout est ponctué d'une bande originale répétitive, comme on l'a entendu, de zoom aux effets dramatiques, etc., auxquels Todd Haynes nous a habitués. Et petit à petit, le film devient lui-même une enquête, un petit peu comme Elizabeth fait une enquête autour de Gracie. Le spectateur se retrouve dans une certaine position voyeuriste, un peu comme Elizabeth qui pénètre dans l'intimité quotidienne, dans le quotidien familial de l'actrice, avec un peu la même perversité que le public devant le scandale 10 ans auparavant. On est confronté à cette même situation, donc c'est assez perturbant pour le spectateur. Donc on se dit à première vue que ça va parler du scandale, qu'on va en apprendre plus, des petites anecdotes croustillantes, etc. Donc c'est vrai que par exemple, on apprend à mieux connaître le compagnon de Gracie. Aussi c'est amusant parce qu'on voit qu'il a toute une partie de sa jeunesse qu'il a manqué, parce qu'il a toujours été fidèle à l'actrice en fait. Donc par exemple, il y a des scènes qui sont très drôles. Par exemple, il fume son premier joint avec son fils. On retrouve un petit peu l'émotion naïve des premières expériences. On est invité à s'interroger sur la moralité d'une relation pédophile, parce qu'il s'agit vraiment de pédophilie. Clairement, il n'y a pas de débat. Au-delà du cadre légal. Le cœur du film, selon moi, il est vraiment dans le personnage d'Elizabeth. C'est vraiment dans Nathalie Portman que réside le plus grand mystère. Déjà, elle est vraiment étrange. Elle avait aucune obligation de la production de connaître à ce point ce personnage. Elle n'était pas du tout sommée de se rendre chez Gracie. Elle y allait de son propre chef. Donc du coup, le film, il est très méta. Il interroge le statut de l'actrice en activité. On interroge la moralité de l'activité d'actrice, en fait. L'enquête sur la personnalité de Gracie, c'est juste un arrière-plan secondaire, comme une espèce de schéma prétexte pour mettre en scène les limites morales et artistiques de l'acting, en fait. Parce qu'il questionne des questions, les questions éternelles de la frontière entre le réel et la fiction. Quand un acteur y joue, quelle part il met dans son rôle de lui-même? Ses émotions, elles sont ressenties ou elles sont imitées? Tout ce genre de questions. Cette frontière entre le réel et la fiction est d'autant plus poreuse
que le scénario est librement inspiré d'une histoire vraie, celle de la professeure Mary-Kate Letourneau, donc de quoi vous donner envie d'aller voir le film. 呼びようがないからひとまずは X さんであの奥さんも被害者なんでしょうけど生命保険ももらってるし前科持ちとかそれもかなり重い罪の先生は何も分かってないんじゃないんですか私は一体誰の人生と一緒に生きてたんでしょうね MN, réalisé par Kei Ishikawa, est sorti le 31 janvier 2024 en salle en France. Il s'agit de l'histoire d'une famille dont le père meurt de façon tragique. Mais au moment de son enterrement, le membre de sa famille, son frère donc, qui vient pour la première fois rencontrer la femme de son frère décédé, se rend compte qu'il ne s'agit pas réellement de son frère. Et se lance donc dans une investigation absolument trépidante, une sorte de chasse à l'homme dont le personnage principal, un ancien avocat de la famille, nous accompagne lorsque nous sommes sortis du film avec mon ami. La première réaction, c'est « Ah, mais c'est Anatomie d'une chute » en japonais. C'est littéralement la tonalité d'une recherche, d'une quête, d'une enquête en fait, mais vue par le prisme d'individus plus que d'un point de vue criminel ou judiciaire. La douleur de ne pas savoir avec qui on a été, ou l'inquiétude de ne pas savoir avec qui on a été ou qui on a été, est une question qui traverse tous les personnages et tout le long du film. Ce qui nous prend aux tripes, c'est se demander quel est l'impact de ce grand doute sur tous les autres personnages du film. On cherche plus à savoir qu'est-ce qu'il va advenir des personnages qui restent, de ceux qui sont déjà partis ou ceux qui ont déjà changé d'identité. C'est un film qui parle de l'identité sur plusieurs plans. D'abord, l'avocat qu'on suit est rappelé à ses origines coréennes tout le long du film. J'ai personnellement découvert à quel point la société japonaise avait une sorte de mépris des Coréens qui était ancré dans leur culture. Et secondement, une quête d'identité par rapport à la santé mentale. La question de la santé mentale dans la société nippone est extrêmement taboue. Elle est au centre du film, mais avec une grande subtilité. Il n'y a pas de militantisme frontal sur il faut parler de façon plus ouverte de la santé mentale. Il s'agit juste de montrer par les images, par cette narration, à quel point ignorer la santé mentale de plusieurs personnes peut mener à des drames. D'un point de vue purement cinématographique, le film est magnifique. C'est filmé à la pellicule, les lumières sont extrêmement chaudes, extrêmement rassurantes. Le premier tiers du film, qui est extrêmement calme, brillant et très réconfortant, va être d'une manière tout aussi belle mais extrêmement violente, interrompu par la dureté d'images violentes, ensanglantées, qui m'ont personnellement choquée, surtout mise en contraste avec le reste du film dans des tons blancs et beiges qu'on connaît en fait à l'esthétique minimaliste japonaise. D'un point de vue rythmique, le film prend vraiment son temps. Tous les happenings sont espacés par des moments de narration et pourtant le film est extrêmement silencieux. Il y a beaucoup moins de dialogue que par exemple Anatomie d'une chute, vu que j'avais déjà fait la comparaison au début. Beaucoup moins de dialogue, mais beaucoup de choses sont quand même dites, beaucoup de choses sont évoquées. C'est un peu ça que je veux dire quand je dis que c'est Anatomie d'une chute à la japonaise. C'est aussi par ce minimalisme visuel et ce minimalisme verbal qui en fait laisse place à une grande émotion. J'ai personnellement été extrêmement touchée par l'évocation de rapports familiaux et quel est l'impact sur ton identité, le rapport que tu as avec ta famille et ça, franchement j'ai pleuré. Voilà.